retour dans l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique, et Adam Azeizi vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes consultant en stratégie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors nous parlions de ces manifestations de l'UDPS ce lundi devant l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Kouzoumoumi, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il y a une sorte d'entente entre les militants actifs de la MOCA, la plateforme qui avait plutôt soutenu en son temps pendant l'élection présidentielle à notre candidat, Martin Fayulu, et qui voudrait s'allier avec certains éléments, notamment les plus actifs du cash, pour trouver les moyens plutôt de forcer le pouvoir. Or, l'article 64 de la Constitution interdit toute tentative de prise du pouvoir par la force, y compris en faisant des manifestations longues, par exemple, qui pourraient paralyser le pays, ou obliger le pays d'une façon ou d'une autre à céder par la violence. Donc, c'est déjà condamné par la Constitution. Toute voie non légale aujourd'hui, en tout cas après le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, qui pourrait mettre en péril le pouvoir aujourd'hui en RDC, pourrait plutôt provoquer des situations pires que celles que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est donc une première mise en garde. Deuxième mise en garde, c'est de dire, puisque le président ne peut rien, il faut qu'il déclenche les mécanismes constitutionnels de dissolution. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Il faut déjà qu'il soit fermé, le gouvernement. Or, il y a le Sénat aussi quelque part. Le Congrès, c'est les deux. C'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat, il est majoritairement FCC. Même s'il dissolvait aujourd'hui l'Assemblée nationale, il est fort à parier que la reconstitution d'une majorité peut-être moindre de FCC pourrait s'introduire. Auquel cas, la solution ne serait pas, en tout cas, requise pour la gouvernance actuelle. Donc nous arrivons à ce que disait Brice tout à l'heure, d'arriver à ce que les deux chefs d'État, enfin l'ancien et le nouveau, c'est comme ça qu'il faut le dire quand même aujourd'hui, s'entendent sur la façon de gouverner le pays. Quitte à ce que peut-être le pouvoir du FCC soit contrôlé par l'ancien président pour laisser la chance à son successeur, mais sur les éléments clés du pouvoir, autrement l'économie, les affaires étrangères, la sécurité nationale, c'est quand même important, la défense nationale, parce qu'il faut que au moins les frontières soient bien gardées, que ces éléments-là soient bien tenus par les deux, par la coalition, je dis bien, entre FCC et CACH. Il n'y a pas d'autre solution que les coopérations aujourd'hui. Alors, avec ces manifestations, est-ce qu'il faut y voir un début de fracture au sein du CACH et peut-être même au sein même de l'UDPS? Et qu'est-ce que ça pourrait donner? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, à mon avis, ces manifestations, c'est une méthode pour essayer de forcer la main au FCC. C'est-à-dire que c'est une sorte de pression par la rue, une façon que l'UDPS a de rappeler au FCC que, écoutez, vous avez certainement la majorité à l'Assemblée, mais moi j'ai la rue, en tout cas de Kinshasa. Donc si je veux, je peux mettre du monde dans la rue et je peux, si je veux, bloquer les institutions et donc vous faire la démonstration de ma force. Donc c'est, puisqu'on est dans un jeu de pouvoir, de rapport de force. Ça peut être aussi un avertissement au président de la République, attention. Ah oui, c'est ça. On peut... C'est ça, parce que si ces manifestants sont dans la rue, certainement avec l'accord de la direction de l'UDPS, qui veut quelque part montrer que le président n'est pas seul, et comme le président n'est pas seul, il lui appartient à lui aussi de ne pas oublier qu'il doit s'imposer vis-à-vis du FCC. Bon, ce qui n'est pas réaliste, hein, il faut le dire. Mais à mon avis, c'est une manière pour l'UDPS de faire la démonstration de sa force par la rue. Voilà, c'est un peu ça. Sachant que quand même le Premier ministre, il est aujourd'hui nommé, il a aussi la force armée, il a la police, il a l'administration. C'est constitutionnel. Autrement dit, nous sommes dans un pouvoir en fait partagé, c'est en fait, entre le Premier ministre et son gouvernement et le Président de la République. Toute tentative d'intimidation de l'un, forcément, va avoir des répercussions sur l'autre. Oui. Encore une fois, une fois que vous avez regardé toutes les situations possibles, il n'y a qu'une solution, c'est que les deux partis, CACH et FCC, se disent, voilà, sur quel territoire nous allons commencer à travailler ensemble, et puis avancer doucement. Certes, ceux qui attendent les ruptures brutales entre l'ancien régime et le nouveau régime, ils attendront encore 5 ans. Non, il faut procéder par progression, il faut aller progressivement. À mon avis, le président
Tshisekedi peut arriver à une rupture à condition qu'il manœuvre progressivement avec beaucoup de tact et de doigté, comme je le disais, dans les limites de l'espace qui lui est donné. Donc il faut faire preuve de génie, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Alors je voudrais également vous entendre sur le Gabon et on va tout de suite passer au reste de l'actualité dans le grand angle. Quelques jours après la révélation du Gevazingo Gate, un trafic de bois précieux qui a provoqué un scandale politique, le Gabon a opéré un remaniement ministériel sur volonté du président de la République. Une équipe plus resserrée avec 28 ministres au lieu de 36. Corinne Kamzefem revient sur les détails de ce gouvernement et les changements notables. Suivant les exigences du président gabonais Ali Bongo Ondimba, un nouveau gouvernement resserré avec des ministres compétents et intègres a été nommé ce 10 juin. La nouvelle équipe, placée sous le contrôle du Premier ministre Julien Kogebikali, gagne le pari d'être plus restreinte, 28 ministres contre 36 précédemment. Si vous sillonnez bien les rues de la capitale gabonaise, vous ne trouverez pas les Gabonais qui vous diront que la réduction du nombre des ministres, du nombre des membres du gouvernement est une mauvaise chose. C'est une question essentielle à la réduction des procédures qui sont un frein finalement à une action publique efficace. Après l'affaire de la disparition de 353 conteneurs de Gevazingo, plusieurs personnalités dont le vice-président du pays ont été limogées. Pour le président Ali Bongo, il faut absolument lutter contre la corruption par une gouvernance qui réponde aux besoins de tous les Gabonais. Ce remaniement voit ainsi la création du ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La première action, c'est d'abord de réduire les procédures qui permettent de rendre opaque l'action publique et qui permettent donc des possibilités de corruption. Entre-temps, on a bien vu qu'il y a eu des ministères qui ont été mis ensemble. Ça veut dire qu'il y aura moins de signatures, donc il y aura un contrôle beaucoup plus efficace. Confronté à une crise économique persistante, le Gabon est en quête d'une bonne formule pour relancer sa croissance économique. Ce nouveau remaniement, le 4e changement intervenu depuis le début de l'année 2019, vient appuyer de nombreuses autres réformes déjà en cours pour rationaliser les dépenses de l'État et optimiser le service public. Alors, beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur ce remaniement ministériel. Premier point, un gouvernement plus resserré. Adam Azezi, est-ce que stratégiquement, cela était une nécessité à ce moment précis de la présidence gabonaise? Je pense que la réduction de la taille du cabinet du Premier ministre gabonais est une action plus de communication que de réforme publique. À savoir qu'aujourd'hui, le président gabonais veut démontrer qu'il y a une volonté de réduire des gaspillages, de resserrer son équipe autour d'une équipe qui est plus contrôlée, plus sous la main du Premier ministre afin d'éviter des dérapages comme ceux qui ont été évoqués avec le scandale du trafic de bois précieux. Néanmoins, ce n'est pas une action qui est pour moi prioritaire pour ce qui attend le Gabon. Donc pour vous, c'est avant tout une opération de communication? À mon avis, oui. Je pense que c'est une action de communication qui a son écho dans le public gabonais, puisque les Gabonais réclament moins de dépenses, moins de gaspillage et dans les dépenses publiques et plus d'investissement pour le développement, pour le service des citoyens gabonais. Donc les Gabonais ne peuvent qu'approuver, comme a été évoqué dans le reportage. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, le Gabon est un pays qui est confronté à d'importants chantiers. Que ce soit au niveau institutionnel avec la crise de gouvernance qui a entouré le départ du président lors de son dernier problème de santé. Et donc il y a une confiance qui est remise en doute au niveau du Gabon, au niveau de la gouvernance. Et donc c'est un point très important sur lequel le gouvernement doit travailler, notamment pour recréer le lien de confiance entre les Gabonais et leurs institutions politiques, mais également sur le plan économique, puisque le Gabon traverse actuellement une crise qui pourrait s'aggraver dans les mois à venir avec la chute des prix du pétrole, sachant que c'est un pays qui est fortement exposé au cours du baril. Et aujourd'hui, avec les tensions que connaît l'économie mondiale entre les États-Unis et la Chine, le prix du baril connaît une baisse qui va s'accentuer.
élevé, et ce qui va pénaliser les revenus de l'État gabonais. Et des dépenses qui sont aujourd'hui assez importantes sur le plan public. Donc d'importants chantiers de réforme à la fois institutionnels et économiques du Gabon doivent être entamés très rapidement pour sécuriser l'avenir des citoyens d'Ali Bongo. Alors, autre point, alors, malheureusement, il n'y a pas de femmes sur ce plateau, mais quand même un point très notable au sein de ce nouveau gouvernement, quand même moins paritaire. On passe de 11 ministres femmes dans l'ancienne équipe à 6. Qu'est-ce que cela envoie comme message, Brice Nzamba? Il faut dire qu'il y a une façon de recentrer l'action, et puis il faut dire que sur le plan de la promotion de la femme, de la promotion de l'égalité, ça en prend un coup, ça c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on parlait tout à l'heure de communication, c'est une manœuvre de communication, je suis d'accord, mais une manœuvre de communication qui n'a pas pris en compte cet aspect, et qui est quand même, à mon avis, c'était un gouvernement qui se veut un gouvernement d'action, de lutte contre la corruption, un gouvernement qui doit redonner confiance aux Gabonais, et donc il y a un recentrage un peu, je dirais, un peu patriarcal quelque part, hein. C'est une reprise en main. Alors on imagine mal une reprise en main avec beaucoup de femmes, c'est un peu dans l'imaginaire, un peu, si je puis me permettre, de ce gouvernement, de se dire qu'on va reprendre tout en main, donc on recentre tout, et puis bon, on diminue un peu l'impact des femmes, puisque bon, les femmes, on a souvent dans l'imaginaire collectif le côté adoucissement. Ça adoucit un peu dans l'imaginaire collectif. Et il y a de cela. Mais bon, moi, j'aimerais beaucoup aussi insister sur la circonstance qui a occasionné le changement de gouvernement, notamment avec le scandale. Voilà. Oui. Alors moi, ce qui est étonnant, c'est qu'on met en place un gouvernement pour lutter contre la corruption. En revanche, il n'y a eu aucune procédure judiciaire engagée contre des personnes qui sont soupçonnées des faits pour lesquels ces gouvernements, l'ancien gouvernement n'existe plus. Alors je trouve ça étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des pays en Afrique où on dit qu'il y a des détournements des fonds, où il y a des détournements des matières premières, notamment dans la gestion, mais malgré tout cela, il n'y a pas de sanctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure judiciaire, il n'y a personne qui passe devant les tribunaux, il n'y a personne qui est condamné. Alors ça n'envoie aucun signal de dissuasion. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on va lutter contre la corruption, ce sont les actes qui comptent. Parce qu'il faut passer un peu au-delà des actions de maquillage, hein, où on va mettre en place un gouvernement et puis il y aura des slogans. Voilà, on met en place un ministère pour lutter contre la corruption. Tout ça, c'est pour envoyer des signaux de communication. Mais ce que le peuple gabonais attend, ce sont des actions. Ce sont des actions concrètes, notamment que les personnes qui ont contribué à la disparition de ces containers, que ces personnes comparaissent devant des tribunaux. Voilà, ça va être une action forte pour les Gabonais pour dire pour une fois, ces gouvernements veulent vraiment lutter contre la corruption. Et je pense aussi qu'il faut remettre la société civile au centre aussi de la vie politique, de la vie citoyenne. Parce que la lutte contre la corruption, pour beaucoup, la société civile doit participer de beaucoup. Parce que quand la corruption se passe au sein de l'administration de l'État, c'est plus facile pour des acteurs de la société civile de pouvoir les dénoncer. Et donc, il faut qu'il y ait des lois qui reconnaissent aux organisations non gouvernementales la qualité juridique à agir devant des tribunaux quand ils ont des éléments objectifs de preuve sur des faits de corruption. Donc, il faut étendre le champ d'action, c'est-à-dire la qualité à agir pour permettre plus d'actions de lutte contre la corruption et n'est pas seulement attendre que l'initiative vienne de l'État. Parce que quand les acteurs de corruption sont membres du gouvernement ou ont des postes d'influence au sein de l'État, on ne peut pas espérer que ces personnes-là vont saisir les tribunaux. Oui, alors Emmanuel Kouzoumami, effectivement, oui. Jusqu'à présent, le gouvernement, en tout cas l'ancien, s'est juste contenté de limoger deux anciens ministres, mais aucune mesure n'a été prise. Et effectivement, là, on a la création d'un ministère dédié véritablement à la corruption. Maintenant, la question, c'est de savoir avec quels instruments. Est-ce que ce ministère aura les mains libres pour pouvoir enquêter et attaquer toutes les personnes, y compris certaines qui se trouvent même au sommet de l'État? Je serais tenté de dire que c'est une opération de plaisanterie. Parce que le Gabon, revenons sur les chiffres simplement, factuellement, c'est un pays de même pas 2 millions d'habitants. Donc un cabinet ministériel de 28 membres ne se justifie pas, déjà à ce niveau-là. Deuxièmement, sur ces 2 millions d'habitants, nous avons un compte de mortalité infantile qui tourne autour de 4 enfants sur 100.
pour un pays qui a vécu du pétrole depuis l'indépendance, qui ne vit que du pétrole, et le pétrole a rapporté l'argent dans les caisses de l'État. La question première, effectivement, je reviens sur ce que je dis, c'est sur les actions juridiques, ou tout au moins judiciaires, de savoir comment on sanctionne ce qui n'a pas marché et ceux qui ont puisé dans les caisses. Ça, c'est la question centrale que le président devait se poser. Comme il est lui-même, de toute façon, complice, on n'est pas sûr d'aller plus loin. Maintenant, troisième élément, si on regarde simplement les indicateurs simples de type IDH, l'indice de développement humain, le Gabon est à peu près 110e sur 189. Pour un pays doté de ressources quand même, c'est étonnant. L'espérance de vie des Gabonais n'a pas encore dépassé 66 ans. Même si on regardait, comparé au Rwanda, qui est le pays pauvre aussi en matière de ressources, de revenus, il a un niveau de vie, ou en tout cas une espérance de vie qui tourne autour de 68 ans. Donc les dirigeants gabonais devraient se poser la question, mais depuis 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est vrai, l'école marche, mais quand vous avez quelques centaines de milliers d'enfants seulement, c'est facile de mettre à l'école. Mais les moyens dont disposait l'État, par le biais du pétrole, il aurait pu au moins améliorer l'agriculture, par exemple, pour au moins faire face à une crise alimentaire. Le pays aurait pu créer des centres de santé, des hôpitaux, de façon à ce qu'au moins la partie médicale, médico-sanitaire soit assurée. Ça n'est pas le cas. Le pays aurait au moins, dans un premier temps, créé un espace, au moins juridique, ce qui n'est pas le cas, de façon à au moins mettre en place, ou mettre en pratique, pardon, des lois existantes. Il en existe. On ne peut pas dire que le pays n'a pas de loi. La Constitution existe. Les cours et tribunaux existent au Gabon. Mais quand la corruption est déjà entrée dans le système judiciaire lui-même, que la corruption est passée par la présidence elle-même, et que tous les amis autour du président, comme des membres du gouvernement, on peut en licencier 2. Vous en prenez 2 autres qui sont aussi corrompus, dont on n'est pas plus avancé. Donc tant que le système judiciaire, l'appareil judiciaire ne fonctionne pas, on peut faire ce qu'on veut, on n'avance pas. Autrement dit, cette fois-ci, la crise, ce n'est pas une crise réellement de gouvernement en tant que telle, c'est une crise de gouvernance globale. C'est le président qui devait lui-même se poser la question sur pourquoi le pays ne fonctionne pas et peut-être activer d'abord les leviers judiciaires avant d'aller plus loin, se poser la question sur la façon de gérer les finances publiques, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, et se poser la question sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire du Gabon à l'an 2025-2030? Aujourd'hui, ce plan n'existe pas. Chanter à tous les toits qu'on va être émergent, ça c'est de la communication pure et simple qui ne contient rien. Tout le monde devait émergent, si vous voulez. C'est comme si les gens dormaient en se disant un jour en 2025, 1er janvier, vous allez voir, on sera émergent. Comme ça, c'est dit, mais ça n'est pas fait. Adam Azizi, on est là. Adam Azizi, vous voulez intervenir? Je voudrais juste relativiser vos propos. Le Gabon est un pays où beaucoup de choses à faire, mais qui s'en sort un peu mieux que d'autres acteurs régionaux. Donc il n'y a pas que du mauvais au Gabon. Donc il ne faut pas être aussi critique à mon sens, parce qu'il y a pire. Dans la région, si vous comparez avec Centrafrique ou avec le Tchad, je vous l'accorde, le Gabon va beaucoup mieux que les voisins de l'Afrique centrale, y compris d'ailleurs la République du Congo. Voilà. Donc comparé à 8 pays de la région, effectivement, il va mieux. Mais je dis simplement, avec les moyens que le Gabon a eu sur les 30 dernières années, il devrait aller beaucoup mieux que ça. C'est un pays qui a été victime du syndrome de la rente pétrolière, qui s'est reposé sur des revenus qui étaient récurrents, sans trop d'efforts en termes d'investissement, de développement du modèle économique. Vous avez parlé d'agriculture et on peut parler d'autres choses. C'est un pays qui devrait s'inspirer beaucoup de ce qui se passe, par exemple, au Rwanda, pas loin, donc qui est un pays qui sort d'une période de guerre et qui a réussi à transformer son modèle économique. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que le Gabon investisse dans la diversification de son économie et capitalise sur les ressources qu'il a aujourd'hui, qui ne sont pas durables. C'est des ressources qui vont disparaître dans le futur, donc il faut investir dès maintenant pour créer demain. Vous avez parlé d'école, c'est vrai, ils ont beaucoup investi dans l'éducation, donc mais ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, la capacité du Gabon à produire en propre sur son terrain des produits économiques à forte valeur ajoutée est encore très limitée. Et c'est le chantier dans lequel aujourd'hui le président doit s'engager
s'engager et de montrer une ambition forte et pour recréer le lien de confiance avec son peuple, donner des objectifs clairs et nets sur ce qu'il veut réaliser. Et ces objectifs, c'est sur lesquels le peuple gabonais les jugera lors des prochaines échéances électorales. Merci beaucoup. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.